Alors, on venait de voir la relation suivante, E2 égale P2C2 plus M2C4. Bon, ça s'appelle la relation d'Einstein. Et on l'a démontré pour des particules libres. Voilà, dans le cas général, si vous regardez la démonstration, en fait, ben, le terme E, il faut écrire gamma mc carré. Hein. Donc j'ai écrit dans le cas général, cette relation s'écrit comme ça, c'est gamma mc carré au carré qui est égal à P2C2 plus M2C4. Alors, qu'est-ce que je veux dire par le cas général? Ben, c'est par exemple comme en mécanique classique, vous pouvez décider si vous voulez utiliser le théorème de l'énergie mécanique, au lieu de calculer le travail du poids, vous pouvez introduire une énergie potentielle de pesanteur. Au lieu de calculer le travail des forces électriques, vous pouvez introduire une énergie potentielle électrique. Donc ça peut arriver aussi en relativité. Hein. Donc si vous avez, en relativité, souvent on s'intéresse à des petites particules qui font des collisions. Donc ce qui peut arriver assez souvent, c'est que ces particules soient chargées puis qu'il y ait un potentiel électrique qui varie. Donc par exemple, pour une charge Q qui est soumise à un potentiel électrique extérieur V, une charge Q et un potentiel électrique V, ben, vous avez une énergie potentielle QV qui se rajoute, et donc l'énergie totale, en fait, c'est gamma mc carré plus cette énergie potentielle extérieure. Et donc, dans la relation qui est là, ben, il faut bien penser que nous, on a fait une démonstration où c'est gamma mc carré qui apparaît, et donc il faudrait remplacer dans cette expression, il faudrait remplacer E par E moins QV au carré. Voilà. Bon, je ne sais pas si on va utiliser ça, mais enfin, je vous le donne à tout hasard. On a aussi vu deux autres expressions pour l'énergie. Donc, je viens d'en énoncer une, c'est E égale gamma mc carré, donc pour une particule libre. Et puis, on a vu l'énergie de masse. Donc, au repos, c'est mc carré. Et puis, la différence entre les deux, c'est, comme en physique classique, c'est l'énergie cinétique, gamma moins 1, mc carré. Voilà. Alors, cette énergie de masse mc carré, la relativité ne nous dit pas, en tout cas pas à ce stade, si cette quantité peut varier. Alors, on va voir qu'effectivement, puis peut-être qu'en première, vous avez peut-être des restes de première S, on vous a dit, dans quelles circonstances la masse peut varier. Dites-moi, rappelez-moi. Dans quel domaine de la physique vous avez pu voir des masses qui varient? Ça vous dit rien? C'est en radioactivité, exactement. Hein. Donc, dès que vous avez des réactions nucléaires, vous avez dû voir que les masses des produits de fission, par exemple, ne sont pas égales. La somme des masses des produits de fission n'est pas égale à la masse du noyau initial. On va essayer d'expliquer ça un petit peu après. Mais en tout cas, bon, à ce stade, on a écrit cette équation-là, on a un terme mc carré, mais on ne sait pas trop s'il peut varier, donc s'il peut avoir une influence dans nos expériences. C'est que l'expérience qui va le dire, si vous voulez. Voilà. Alors, quand on écrit ces équations-là, ces termes énergétiques, ça permet de dire si un problème peut se traiter du point de vue de l'énergie en termes de mécanique classique ou en termes relativistes. Qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux? C'est la comparaison entre cette énergie mc carré qui est typiquement relativiste et l'énergie cinétique. En gros, on considère que si l'énergie cinétique est ridiculement petite devant mc carré, l'énergie de masse au repos, alors on peut traiter le problème par la mécanique classique. Donc, pour avoir quelques ordres de grandeur, je vous donne un ou deux exemples. Bon, je fais déjà, j'écris cette remarque. Mécanique classique suffisante. Méca
classique suffisante si l'énergie cinétique est très petite devant l'énergie de masse au repos. Donc, exemple numérique. Exemple, on prend un électron. Je vous donne la masse d'un électron. C'est à peu près 10 puissance moins 30 kg, je vous dis 9,31, 10 puissance moins 31 kg. Voilà. Alors vous voyez, ce qui apparaît dans les énergies de masse, c'est mc carré. Donc c'est ce qu'on trouve directement tabulé dès que vous ouvrez si vous ouvrez un jour un livre de physique nucléaire, physique atomique. Vous avez directement les masses de ces particules qui sont données à travers l'expression mc carré. Donc pour l'électron, masse de l'électron fois c carré, ça donne déjà en joules, c'est une énergie, donc c'est des joules, 8,19 10-14 joules. Et comme en physique atomique, au lieu d'utiliser les joules, en général, on utilise les électronvolts. Et donc, pour l'électron, je trouve que ça fait 511 fois 10 puissance 3 électronvolts. Donc, je note kiloélectronvolts. Donc, on dit keV. Dans les livres de physique nucléaire, on écrit même directement la masse de l'électron. Comme ça, on dit directement que la masse de l'électron, c'est 511 keV sur C carré, keV sur C2. Voilà. Alors, si par exemple je prends un électron et je l'accélère avec une tension de 1 volt, c'est-à-dire il était sur une plaque où le potentiel électrique valait 0 volt, et je l'attire par une plaque sur laquelle j'impose un potentiel électrique plus 1 volt, électronégatif, il va venir sur la plaque 1 volt. Il aura une certaine énergie cinétique en arrivant. Cette énergie, c'est justement 1 électronvolt. Donc, si on a, si l'énergie cinétique de l'électron est à peu près égale à 1 volt, eh bien, si j'ai sous les yeux l'énergie de masse au repos de l'électron, je vois tout de suite que cette énergie cinétique-là, je peux considérer que, alors, l'énergie cinétique étant très petite devant l'énergie de masse au repos, MEC carré, eh bien, je peux appliquer la mécanique classique. Voilà. Bon, autre exemple de particules auxquelles on a affaire souvent dans les problèmes de relativité, le proton. Donc le proton, avec les mêmes unités, c'est 938 MeV sur C2. Donc MeV méga, keV kilo, hein, donc vous voyez que c'est beaucoup plus, et c'est pas tellement étonnant parce que vous savez en principe qu'un électron c'est beaucoup plus léger qu'un nucléon, c'est environ 2000 fois plus léger qu'un nucléon comme un proton. Voilà. Alors, on pourrait se dire du coup, bon, l'énergie cinétique du proton, ça va être difficile de le rendre relativiste, parce qu'il faut encore beaucoup plus d'énergie, mais on en trouve, et notamment les protons les plus énergétiques que l'on trouve, on les trouve dans le domaine astrophysique. Alors déjà, le Soleil nous bombarde en permanence de protons et d'électrons, mais les protons les plus énergétiques, ils viennent de la galaxie ou même du domaine extragalactique. Et ils viennent de sources extrêmement violentes, hein, du point de vue de l'astrophysique. On étudie activement le bombardement de particules cosmiques. Donc il y a des détecteurs, pas directement de protons, mais des particules qui sont fabriquées par l'arrivée des protons dans l'atmosphère. Et ces détecteurs nous permettent de remonter, après certains calculs, à l'énergie du proton initial. Et des fois, cette énergie est extraordinaire. Donc, je vous donne l'exemple, enfin, le record actuellement d'énergie parmi les protons qui ont été détectés dans l'atmosphère. Un proton de 10 puissance 10 gigaélectronvolts a été détecté, donc record actuel. Voilà.
un proton comme ça a été détecté. Donc vous voyez, c'est 10 puissance 10 giga. Giga, c'est 10 puissance 9 électronvolts. C'est déjà plus que ça. Donc ce proton, il a une énergie cinétique qui est beaucoup, beaucoup plus grande que son énergie de masse au repos. Donc le terme, la relativité va être absolument indispensable pour traiter la physique de ces protons. Cette énergie-là, on pourrait le convertir pour des objets macroscopiques, je ne sais pas si je l'ai fait, mais c'est de l'ordre de grandeur d'une balle de tennis au service, tout dans un seul proton. C'est la même énergie cinétique qu'une balle de tennis au service. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme calcul tout simple à partir de ça? Eh bien, on peut par exemple, puisque je vous dis que ces protons sont souvent d'origine extragalactique, ils traversent la galaxie, ils traversent notre galaxie, et en général sans encombre, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans la galaxie. La probabilité de rencontrer une étoile en ligne droite est finalement assez faible. Alors, combien de temps va-t-il mettre pour traverser la galaxie, en tout cas dans notre référentiel? Première question. Donc, ce proton, bon, celui-là, il n'a pas eu de chance, il est tombé sur Terre, voilà, sur un détecteur, mais il y en a une bonne partie qui vont traverser sans encombre la galaxie. En combien de temps? Donc, ce proton traverse notre galaxie en un temps, je vais mettre taux égal. Alors évidemment, le calcul c'est tout simple, c'est la distance divisée par la vitesse. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de la distance? Bon, un petit peu de culture générale, notre galaxie, bon, c'est une galaxie moyenne, quel est l'ordre de grandeur, juste l'ordre de grandeur du diamètre? Vous savez qu'une galaxie, c'est une sorte de disque plat, pour simplifier à l'extrême. Il y a un petit rond au milieu, un petit bulbe galactique, mais grosso modo, c'est un disque plat. C'est 1000 fois plus plat qu'étendu. Mais quel est l'ordre de grandeur du diamètre d'une galaxie? En tout cas de notre galaxie? Aucune idée. C'est à peu près 100 000 années-lumière. Quelle est la distance entre deux étoiles, typiquement, au voisinage du Soleil, pour comparer? Il y en a bien qui savent, ça, non? Combien? Une année-lumière. Alors voilà, il se trouve que c'est 4 années-lumière. En tout cas, au voisinage du Soleil, l'étoile la plus proche, Proxima du Centaure, elle est à 4 années-lumière. Bon, et le disque galactique fait 100 000 années-lumière, à peu près. Alors bon, c'est à peu près, parce qu'il y en a de moins en moins, alors il faut bien s'arrêter un moment. Bon, mais en gros, pour l'essentiel, c'est 100 000 années-lumière. Alors, on peut mettre ça là-dedans. Donc, on n'a pas besoin de convertir en kilomètres. 100 000 années-lumière, donc c'est 100 000, tiens, c'est 10 puissance 5 années-lumière. Bon. Alors, je rappelle, au passage, les galaxies, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on sait que ça existe. Au début, on pensait que c'était tout l'univers. Ce n'est qu'en 1923 qu'un certain Hubble, astronome américain, a compris qu'il y avait autre chose que notre galaxie. On a compris qu'il y avait d'autres galaxies, en fait, dans l'univers. Et puis la vitesse de ce proton, qu'est-ce que vous en pensez? En bonne approximation, elle est quasiment égale à quoi, cette vitesse? Elle est quasiment égale à c, puisque si vous avez une énergie cinétique qui est beaucoup plus grande que l'énergie de masse, ça veut dire que la vitesse est quasiment égale à la vitesse de la lumière, puisque gamma est gamma tend vers l'infini, et donc V tend vers C. Okay, donc c'est quasiment égal à ça sur C, c'est la vitesse de la lumière. Bon, donc ça fait combien de temps? 10 puissance 5 années-lumière. Je vous rappelle qu'une année-lumière, par définition, c'est la distance que parcourt la lumière en 10 puissance 5 ans. Donc, conclusion, évident, la durée de traversée, c'est à peu près 10 puissance 5 ans. Alors, pourquoi je vous fais ce petit calcul? Parce que c'est intéressant, dans ces cas-là extrêmes, ces cas ultra relativistes, c'est intéressant de faire le calcul suivant. Quelle est, à votre avis, la durée de traversée de la galaxie, mais vue par le proton? Ça, c'est dans notre référentiel terrestre. Mais durée de traversée par le proton,
Alors je note taux pour l'instant, mais il faudrait peut-être prendre une notation un petit peu différente parce qu'il s'agit de deux durées différentes. Et cette durée mesurée par le proton lui-même, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une durée propre ou une durée impropre? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une durée propre. C'est une durée propre parce que le proton, il est immobile dans son propre référentiel, hein, par définition. Donc, vu par le proton, c'est une durée propre. Alors, demandez-vous, quelle est la formule qu'il faut appliquer maintenant? On connaît juste l'énergie cinétique, c'est-à-dire quasiment l'énergie totale. Hein. Vous êtes d'accord que l'énergie cinétique étant énorme par rapport à l'énergie de masse, ça c'est quasiment la même chose que l'énergie totale. Ça veut dire que E est quasiment aussi égal à 10 puissance 10 gigaélectronvolts. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait appliquer comme formule à partir de ces données-là, qui me suggèrent quelque chose? Voilà, on divise taux par gamma. Donc, je vous rappelle, c'est dans le référentiel propre qu'on a les plus petites mesures de durée. Ou dans les autres référentiels que le référentiel propre, on a ce qu'on appelle une dilatation du temps. Et le facteur, c'est gamma, je vous rappelle. Donc, il s'agit juste d'évaluer gamma. Sauf que gamma, c'est extrêmement simple à évaluer puisque cette énergie-là, c'est gamma mc carré. Et mc carré, on le connaît. On le connaît parce que ça fait 938 MeV. Donc, il est facile d'avoir gamma. Vous voyez, 1 gigaélectronvolt, c'est quoi? C'est 1000 mégaélectronvolts. Donc, c'est à peu près ça. Donc, l'énergie totale, c'est à peu près 10 puissance 10 fois l'énergie de masse. Autrement dit, gamma, c'est quasiment égal à 10 puissance 10. Alors, je vais le faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste l'ordre de grandeur. Donc, je vais juste écrire ça. Gamma, c'est 10 puissance 10 sans unité. Donc, c'est environ 10 puissance 5 en sur 10 puissance 10. Et si on fait le calcul, on trouve que ça fait 5 minutes. Voilà. Donc, une traversée de la galaxie qui dure, pour nous, dans notre référentiel qui est mesuré une durée de 100 000 ans, correspond juste à 5 minutes pour le proton. Pour lui, ça ne dure pas si longtemps que ça. Voilà, ce qui nous permet d'imaginer éventuellement des voyages à travers la galaxie. Hein. On pourrait se dire a priori que même à la vitesse de la lumière, on mettrait 4 ans pour aller sur l'étoile la plus proche, mais il ne faut pas oublier ce phénomène-là. Et donc, ça peut être difficile à réaliser du point de vue mécanique, mais grâce à cet effet-là, en se rapprochant suffisamment de la vitesse de la lumière, on pourrait aller à l'autre bout de la galaxie et revenir. Voilà. Sur la durée d'une vie. Bon, mais ça pose quand même quelques problèmes techniques parce qu'il faut avoir un moteur qui pousse suffisamment, hein, parce qu'il faut bien partir de la vitesse à peu près nulle de la Terre dans la galaxie. Hein. Bon, en gros, je simplifie un petit peu parce qu'on tourne autour du Soleil et le Soleil tourne à environ 200 km par seconde autour de la galaxie, autour du centre de la galaxie. Mais c'est rien du tout, 200 km par seconde par rapport à ça. Donc, il faudrait être accéléré pendant un temps relativement long pour pouvoir ne pas être écrasé complètement dans une fusée, puis décélérer après pour arriver sur une autre étoile, puis refaire le chemin inverse. Voilà. Mais grâce à cet effet-là, c'est possible dans la durée d'une vie. Le problème, c'est la source d'énergie pour alimenter les propulseurs. Ça, ce problème n'est pas encore résolu. Mais voilà, d'après la physique, ce n'est pas inenvisageable. Quadrille vecteur force. Alors, la première chose à voir, c'est que il faut bien se rendre compte que dans les formules que je vous ai données, là, par exemple, quand j'ai établi E2 égale P2C2 plus M2C4, ou la formule E égale gamma MC carré, je vous ai donné une expression qui, pour l'instant, peut être considérée un petit peu comme arbitraire. C'est comme quand, au collège, on vous dit l'énergie cinétique, c'est 1,5 de MV2. Point, débrouillez-vous avec ça. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'était votre cas, mais on donne ça en troisième. 1,5 de MV2 et MGH, on le donne. Hein. Alors, quel intérêt de cette formule? Ça ne veut pas dire grand-chose tout seul si on ne connaît pas derrière le théorème de l'énergie cinétique. L'intérêt d'une formule comme l'énergie,
L'énergie, je vous rappelle, ça n'existe pas. Hein. C'est juste un intermédiaire de calcul. Personne n'a jamais vu de l'énergie. Vous n'avez jamais vu de l'énergie, vous hein. Enfin, moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. On ne se rend compte de l'énergie éventuellement contenue dans un objet que quand il y a une transformation, quand il y a un changement. Bon. Et ce changement, bah, c'est quoi? C'est l'application d'une force. Donc, c'est le théorème de l'énergie cinétique qui permet de donner un sens physique à ces expressions d'énergie que je vous ai données. Donc, ça ne sera complet, on sera satisfait que quand on aura effectivement démontré l'équivalent d'un théorème de l'énergie cinétique en relativité. Alors, le terme de l'énergie cinétique en mécanique classique, ça fait intervenir la force. Donc, je suis bien obligé de définir le quadrivecteur force. Allez, je vous rappelle le théorème peut-être très rapidement, le théorème de l'énergie cinétique en mécanique classique. Rappel, en mécanique classique, on dit que la puissance, c'est le produit scalaire de la force et de la vitesse. Là, on applique la seconde loi de Newton, F égale ma, scalaire V, et on s'aperçoit que ça, c'est la dérivée par rapport au temps de la quantité 1,5 de mv carré. Bon, on ne l'écrit en général pas avec un vecteur, mais ça ne change rien, puisque vous êtes d'accord que vecteur V au carré, produit scalaire avec lui-même, c'est aussi la norme V au carré. Et quand on dérive ça, on s'aperçoit bien que ça fait mv fois vecteur accélération, qui est la dérivée du vecteur vitesse. Voilà, et donc c'est la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique. Voilà, donc c'est ce genre de choses que j'aimerais bien retrouver. Donc il faut que je puisse exprimer la puissance, donc exprimer une force en termes de quadrivecteur, puisque je dois avoir toujours des équations qui soient invariantes par changement de référentiel. Elles doivent avoir la même forme dans tous les référentiels, mes équations. Hein, donc il faut que j'écrive tout avec des quadrivecteurs. Alors, en mécanique classique aussi, je vous rappelle que, par définition, F, c'est, on peut considérer ça comme une définition, hein, c'est dp sur dt, ma, hein, dp sur dt. Alors, quel est l'analogue en relativité? Bon, on ne peut pas garder une expression comme ça, parce que, ne serait-ce que parce que l'intervalle de temps dt n'est pas invariant par changement de référentiel. Qu'est-ce qui est invariant par changement de référentiel? C'est le temps propre, la durée propre, ou l'équivalent de dt, c'est d taux. Hein, ce que j'ai noté d taux avant, durée propre. Donc, je vais utiliser ici la durée propre, et puis pour la quantité de mouvement, ben, je connais déjà un vecteur quantité de mouvement, gamma mv, et je connais même le quadrivecteur que j'ai noté, grand P, c'est le paragraphe d'avant. Donc, je vais définir le quadrivecteur force, comme ça. Je vais le définir par F, et je mets une barre en dessous pour respecter le même genre de notation qu'avec les autres quadrivecteurs. Et je vais dire que, par définition, c'est la dérivée par rapport au temps propre du quadrivecteur quantité de mouvement énergie. Voilà. C'est-à-dire que, bon, ce quadrivecteur, je peux le réécrire autrement, c'est la dérivée du quadrivecteur P par rapport au temps qui multiplie dt sur des taux. Des taux, c'est le temps propre, la durée propre. Allez, je l'écris là. Et je sais, phénomène de dilatation du temps, je sais que dt sur des taux, c'est gamma. Voilà. Donc, je peux l'écrire, gamma fois, je connais le quadrivecteur impulsion énergie, c'est vecteur P, quantité de mouvement, et E sur C. Donc je vais avoir pour les trois premières composantes dP sur dt et 1 sur C dE sur dt. Voilà. Au passage, dE sur dt, j'ai toujours le droit de continuer à l'appeler puissance. Voilà ces composantes. Qu'est-ce que c'est que dP sur dt? Ben, je vais, par continuité avec la mécanique classique, je vais dire que dP sur dt, c'est la force qui est subie
par la particule que je suis en train de suivre dans un certain référentiel quelconque. Donc voilà, je vais continuer à définir le vecteur force par dp sur dt pour retrouver les lois de la mécanique classique comme cas particulier. Simplement, quand j'écris ça, il faut faire quand même attention à un truc. Je le mets en remarque ici. Quand j'écris f égale dp sur dt, il faut se rappeler que la quantité de mouvement au sens relativiste, ça ne s'écrit pas juste mv en relativité, la quantité de mouvement c'est gamma mv. Donc c'est la dérivée par rapport au temps de gamma mv. Or dans gamma, il y a la vitesse gamma, hein, le facteur de Lorentz que vous connaissez, il y a la vitesse qui intervient. Donc si la vitesse varie, si la norme de la vitesse varie, il se peut très bien que gamma varie lui-même. Autrement dit, m restant constant, je tiens compte de la possibilité que gamma varie et v varie. Donc c'est la dérivée d'un produit, donc ça fait gamma point, ça veut dire dérivée par rapport au temps, comme en mécanique classique, gamma point mv plus gamma m fois la dérivée du vecteur vitesse, c'est-à-dire accélération. Donc même si on garde la même forme mathématique, vecteur force égale dp sur dt, attention à un truc assez bizarre quand on a l'habitude de la mécanique classique, c'est qu'il y a un terme qui va dans le sens du vecteur vitesse. Ça n'arrive jamais, enfin, c'est pas ce qu'on voit en mécanique classique, parce qu'en mécanique classique, la force est toujours dans le sens du vecteur accélération. Là, vous pouvez avoir une force qui n'est pas parallèle au vecteur accélération. Il suffit que le vecteur vitesse et le vecteur accélération soient dans des sens différents. Par exemple, quand vous avez un mouvement circulaire uniforme, si vous avez un mouvement circulaire de manière générale, si vous avez un mouvement circulaire, le vecteur vitesse est perpendiculaire, enfin il n'est pas dans le sens du vecteur accélération. Alors j'ai dit mouvement circulaire uniforme, alors ce ne serait pas très intéressant parce que circulaire uniforme, ça voudrait dire que gamma point égale à 0. Mais si vous avez un mouvement circulaire et accéléré, voilà, vous êtes bien dans une situation où le vecteur vitesse, a priori, n'est pas dans le sens du vecteur accélération. Donc la force n'est pas toujours en relativité dans la même direction que le vecteur accélération. Voilà. Mais on peut écrire ça sous la même forme. Voilà. Alors, ceci étant dit, ce vecteur étant défini, je vais pouvoir écrire donc l'analogue du théorème de l'énergie cinétique. Alors, pour ça, je rappelle encore le quadrivecteur quantité de mouvement. Donc, c'est P E sur C. Alors, ce que je sais, c'est que c'est un quadrivecteur. Je peux calculer sa norme au carré. Je sais que c'est la quatrième composante au carré moins la somme des premières au carré. Alors, puisque c'est un quadrivecteur, sa norme, comme la norme de tous les quadrivecteurs, comme la norme du quadrivecteur position, sa norme est invariante par changement de référentiel. Or, dans un référentiel bien choisi, à savoir le référentiel propre de la particule, la quantité de mouvement est nulle. Dans le référentiel propre d'une particule, vous suivez une particule, sa vitesse dans son propre référentiel, c'est 0. Donc sa quantité de mouvement dans son propre référentiel, c'est 0. Donc, cette expression-là, qui doit être invariante par changement de référentiel, doit valoir en particulier la même valeur dans son référentiel propre. Et dans son référentiel propre, c'est l'énergie de masse au carré sur C carré. L'énergie de masse, c'est mc carré, donc ça fait m2c4 sur c carré, ça fait m2c2. Voilà. Donc ça, pour écrire ça, je viens d'utiliser l'invariance de la norme par changement de référentiel. Invariance par changement de référentiel. Bon, et ce terme M2C2, il est constant. La masse va rester constante, C reste constant, cette norme carrée est constante. Bon, alors si c'est une constante, ça veut dire que l'expression qui est là est donc une constante. Si c'est une constante, ça veut dire que si je la différencie, je trouve 0.
Donc j'y vais, je différencie, ça fait la différentielle de E2 sur C2 moins P2, c'est égal à 0. Alors voilà, j'ai deux termes qui peuvent varier, j'ai E et P qui peuvent varier. Alors je vais écrire la différentielle, ça fait, vous connaissez, le différentiel des carrés, hein, donc 2E DE sur C carré moins 2P dP qui est égal à 0. Alors dP dP c'est un produit scalaire. Voilà. Je sais que E c'est gamma MC carré. Donc 2E, je vais simplifier tout par 2 déjà, ce sera plus simple, et puis je simplifie ici par C carré. Donc il reste gamma M fois DE, et au lieu de mettre un signe moins, je vais faire passer le reste à droite, égale P scalaire dP. Bon, et P, je sais que c'est gamma MV. Gamma MV scalaire dP. Bon, si je l'écris comme ça, bien sûr, c'est pour simplifier par gamma M. Oui? Oui, bien sûr. Donc, ça nous fait DE égale V scalaire dP. Et ça y est, j'ai plus qu'à diviser par le temps, à gauche et à droite, par une durée élémentaire. Ça nous fait donc DE sur dt égale V scalaire dP sur dt. Voilà, et V scalaire dP sur dt, ben, on a dit que c'était V scalaire F, c'est-à-dire que c'est la puissance. Bon, ben ça y est, j'ai le théorème de l'énergie cinétique en relativité. Voilà, donc j'ai bien donné un sens comme ça à l'expression de l'énergie que j'ai obtenue avant. On a le théorème de l'énergie cinétique, on pourrait avoir un théorème de l'énergie mécanique aussi, comme en mécanique classique. Alors, exemple d'application tout simple, vous prenez un électron que vous accélérez avec un champ électrique, hein, comme dans n'importe quelle télévision, enfin télévision à l'ancienne, avec les tubes cathodiques. Vous ne connaissez peut-être même pas, hein, je ne sais pas, vous avez vu, vous, des grosses télévisions? Vous connaissez ça? Bon. Donc, dedans, il y avait des électrons qui bombardaient un écran. Sur l'écran, il y avait une matière fluorescente. Quand l'électron arrive sur l'écran, bah, il excite d'autres électrons de cette matière fluorescente sur l'écran, et en se désexcitant, ça faisait de la lumière. C'est ça le principe de base. Hein. Donc, exemple d'application de cette formule-là. Exemple, électron accéléré par une tension U, par un champ électrique, quoi, en fait. Ce qu'il ressent directement, c'est le champ électrique. Voilà. Donc, voilà, vous avez un électron ou une charge Q, hein, voilà, charge Q pour être plus général. Bon, donc je peux calculer le travail exercé par le champ électrique sur cette charge Q. Si j'ai un champ électrique E uniforme, dirigé dans le sens hein, de X, voilà, j'ai un champ électrique dans ce sens-là, à l'horizontale, et puis l'électron, je le lance soit sans vitesse, soit je le lance à l'horizontale. Bon, donc le travail, c'est quoi? C'est la force produit scalaire déplacement, et donc si tout a le même sens, ça nous fait Q fois E, hein, force de Coulomb, que multiplie le déplacement, mettons dx. Voilà. Et donc, voilà, ça c'est entre un point 1 et un point 2, et donc ça nous fait Q est invariant, ça nous fait Q fois l'intégrale de E dx, et donc l'intégrale de E dx c'est V1 moins V2. Voilà, ça c'est l'énergie apportée par la force, par le champ électromagnétique à l'électron. Bon, et alors ce que me dit le théorème de l'énergie cinétique, c'est que ça c'est égal à la variation d'énergie cinétique de l'électron. Et donc s'il est lâché sans vitesse, hein, si je dis que la vitesse initiale de l'électron c'est 0, eh bien c'est simplement son énergie cinétique, c'est-à-dire donc gamma moins 1 mc carré. La masse, c'est la masse de l'électron. Bon. Donc, que dit cette formule? Ben,
ça, la différence de potentiel, je vous rappelle, c'est la même chose qu'une tension. Hein. Donc ce qu'on voit sur cette formule, c'est que quand on augmente la tension, c'est-à-dire si U tend vers l'infini, on a forcément gamma qui tend vers l'infini, puisque c'est le seul paramètre qui peut varier ici. Gamma tend vers l'infini. Et dire que gamma tend vers l'infini, ça veut dire que V tend vers la vitesse de la lumière. Donc, pas vers l'infini, mais juste vers la vitesse de la lumière. Donc, ça a été vérifié expérimentalement. Hein, bon, c'est un truc, bien sûr, si je dis ça, c'est parce que c'est quelque chose qui ne correspond pas à la physique classique. En physique classique, si vous augmentez indéfiniment la tension d'accélération, la vitesse de la particule, de l'électron en l'occurrence, doit augmenter indéfiniment et dépasser la vitesse de la lumière. Alors, le temps que ça s'allume, ça a été testé expérimentalement en 1964 et on a accéléré des électrons avec des très très fortes tensions pour vérifier effectivement cette limitation sur la vitesse. Bon, donc c'est pas compliqué, hein, voilà l'expérience qui a été faite. On prend des électrons qui sortent d'un canon à électrons. Donc un canon à électrons, c'est tout simple, c'est juste une électrode qui est chauffée. Oui. Oui, c'est les potentiels électriques. Et la différence de potentiel, c'est la tension. Voilà. Donc un canon à électrons, c'est ce qu'on avait dans toutes les télés. Hein. Donc vous avez un filament de tungstène chauffé. Et quand on chauffe suffisamment, il y a certains électrons qui étaient avant des électrons libres, qui sont prêts à sortir. Et donc il suffit qu'il y ait un petit champ électrique au voisinage de ce filament, et hop, les électrons sortent. Donc voilà, ça c'est le canon à électrons. Et puis vous avez en face, vous avez un tube sur lequel donc, on impose une différence de potentiel qui peut être aussi grande que l'on veut, enfin aussi grande que l'on peut techniquement. Et donc dans cette expérience, je crois qu'il y avait plusieurs millions de volts là, de tension d'accélération. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu mesurer? Il fallait mesurer deux paramètres indépendamment l'un de l'autre, parce que l'idée c'était, on ne fait pas confiance aux équations de la relativité, on veut tout vérifier expérimentalement. Donc la première chose à vérifier, c'est la vitesse des électrons. Alors pour mesurer la vitesse des électrons, ça fait assez longtemps, donc vous voyez 64, qu'avec de l'électronique, on arrive à faire ça. On prend un oscilloscope et on regarde quand passent les électrons ici, en fait ils passaient par paquets, et quand est-ce qu'ils arrivent sur une plaque de cuivre. Le cuivre c'est conducteur, donc l'oscilloscope s'en rend compte aussi. Voilà. Et on arrive à mesurer, bien sûr, la longueur, quand on a la longueur, la distance parcourue et le temps grâce à l'oscilloscope, on a la vitesse des électrons. Voilà. Donc on arrivait à voir que les électrons saturaient au voisinage de la vitesse de la lumière, hein, donc ça ne dépassait jamais la vitesse de la lumière. On a pu l'observer expérimentalement comme ça. Voilà. Et puis d'autre part, on pourrait ne pas avoir confiance dans cette expression-là. Hein. Donc ça a été vérifié indépendamment. Et comment on peut vérifier l'énergie cinétique des électrons quand ils arrivent sur la cible? Eh bien simplement, quand ils arrivent sur la cible, leur énergie se transforme en chaleur. Et donc on a mesuré la chaleur apportée par chaque paquet d'électrons. Hein, donc c'était un système, pour ça j'ai mis plus calorimètre. En fait, cette plaque de cuivre, elle était mesurée, si vous voulez, comme on fait des expériences de calorimétrie. Hein, on mesurait l'augmentation de sa température au cours du temps quand des paquets d'électrons arrivaient. Et ça permettait de mesurer indépendamment l'énergie cinétique des électrons quand ils arrivent sur la plaque. Voilà. Donc c'est l'expérience la plus directe permettant de vérifier ces équations de la mécanique relativiste. C'est bon là-dessus? C'est clair? Voilà pour le quadrivecteur force. Alors, la lumière maintenant, qui joue un rôle particulier en relativité, étudions un petit peu ce qu'on peut dire des ondes lumineuses et puis des photons, qui sont les particules associées en mécanique quantique. Donc c'est le C4 quadrivecteur, on pourrait dire quadrivecteur lumière, mais on ne dit pas comme ça. On dit soit quadrivecteur fréquence, soit quadrivecteur d'onde. Donc je vais l'écrire quadrivecteur d'onde. Alors, je vous rappelle que pour une onde plane, on peut écrire le champ électrique sous la forme suivante.
Le champ électrique, bon, mettons qu'elle est polarisée rectilignement. Le champ électrique s'écrit sous la forme un certain vecteur champ électrique E0, amplitude, que multiplie, bon, je vais l'écrire en complexe, exponentielle J oméga t moins K scalaire E vecteur position. K vecteur d'onde, R vecteur position, bien sûr. Alors, cette expression, je peux la réécrire un tout petit peu autrement. Mon idée là, c'est que dans cette expression figure le quadrivecteur position. Je vous rappelle, le quadrivecteur position que j'ai dû noter R, c'était pour les 3 premières composantes, c'est le vecteur position classique, et la quatrième, c'est CT au lieu du temps. Alors, ça apparaît là-dedans, ou je peux le faire apparaître explicitement en disant que l'exponentielle, c'est la même chose que l'exponentielle J oméga sur C fois CT moins K scalaire R. Alors, je vous rappelle que ce que je mets dans l'exponentielle, hein, j'ai pris la notation exponentielle, mais ça aurait pu être une notation réelle, cosinus, sinus, machin, hein, ça ne change rien. Ce qui est là-dedans, ça s'appelle la phase. Et vous avez tous fait de l'optique ondulatoire, vous savez bien que quand on fait des interférences, c'est la phase qui permet de dire, ou les différences de phase entre deux ondes qui se superposent, qui permet de dire si à un endroit donné, à un instant donné, vous avez de la lumière ou pas. Donc la phase a bien une réalité physique. Donc on le voit à travers les interférences. La phase a une réalité physique, c'est-à-dire on peut placer un capteur à un endroit donné, et le fait que ce capteur mesure de la lumière ou pas à un instant donné dépend de la phase des ondes qui viennent se superposer. Donc la phase a une réalité physique, donc cette quantité-là, cette phase, doit être invariante par changement de référentiel. Elle est invariante par changement de référentiel. Donc, finalement, on a quelque chose qui ressemble à un produit scalaire de 2 quadrivecteurs. Vous voyez, si je prends le quadrivecteur R, finalement la phase, je vais l'appeler phi, j'aperçois que phi, ça ressemble beaucoup au produit scalaire du vecteur position, RCT, du quadrivecteur position, avec quelque chose qui s'écrirait comme ça, K oméga sur C. Cette quantité-là, je viens de dire, est invariante par changement de référentiel. Or, ça, on sait que c'est un quadrivecteur. Je mets 4 vecteurs pour dire c'est un quadrivecteur. Et ça, c'est invariant par changement de référentiel. Alors, c'est un peu la même chose que, vous ne connaissez pas trop les maths des quadrivecteurs, mais à 2 dimensions même. Si vous avez 2 vecteurs qui font un certain angle entre eux, leur produit scalaire, je ne sais pas moi, mettons que vous imaginez le produit scalaire entre ces 2 vecteurs, il dépend que de l'angle entre ces 2 vecteurs. Si vous faites une rotation qui est l'équivalent du changement de référentiel, transformation de Lorentz, vous faites une rotation de ces 2 vecteurs en bloc, ils auront toujours le même angle, après la rotation, ils auront toujours le même angle entre eux, ils auront toujours la même norme, donc ils auront toujours le même produit scalaire. Dans ce cas, le produit scalaire est bien invariant par rotation. Et c'est caractéristique justement des vecteurs. Quand on prend 2 vecteurs, par rotation, on effectue une rotation sur les 2 vecteurs à la fois, le produit scalaire est invariant. C'est la même chose ici. Donc ça, c'est caractéristique aussi des quadrivecteurs. Donc on peut déduire comme ça que le terme qui est là, ce truc-là, ça se comporte bien comme un quadrivecteur. Se comporte donc comme un quadrivecteur. Et on le note K en général, grand K, K majuscule. Donc quadrivecteur d'onde, dans certains bouquins, c'est quadrivecteur fréquence. Donc on pose, on note grand K, ce quadrivecteur. Alors donc on le note, je vous rappelle, en colonne ou en ligne, comme pour les vecteurs.
ce quadrivecteur d'onde. Voilà, en général, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est comme ça que je vais l'appeler en tout cas, le quadrivecteur d'onde. K oméga sur C. Voilà encore un quadrivecteur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est un quadrivecteur concrètement? Ça veut dire que ces composantes se transforment comme les composantes du quadrivecteur position. Donc, ces composantes, même, voilà, ces composantes se transforment comme celle de R, par exemple, c'est la transformation de Lorentz, se transforme comme celle du quadrivecteur position. Voilà, par exemple, quand je passe d'un référentiel, voilà, je vais refaire le petit dessin habituel, je passe d'un référentiel R, je ne sais plus si je mettais R ou S, bon, peu importe, je passe d'un référentiel R à un référentiel R' en translation dans la direction X ou X'. Voilà. Imaginez que R' avance à la vitesse VE par rapport à R, vitesse constante, pour avoir des référentiels galiléens. Et imaginez que vous ayez ici vous ayez une source lumineuse, donc qui envoie des rayons lumineux dans cette direction-là. Voilà. Cette direction-là, mettons, caractérisée par un certain angle θ ici. Voilà, ça envoie de la lumière. Lumière. À une certaine fréquence oméga. Hein, donc ça envoie des lumières monochromatiques, fréquence oméga, ou pulsation oméga. Je mets juste comme ça. Et bien, je voudrais savoir ce que je vois dans l'autre référentiel. Alors, vous connaissez tous l'effet Doppler pour les ondes mécaniques. Hein, vous savez bien, quand vous avez une ambulance qui passe à côté de vous, même si vous n'avez pas fait les calculs, vous avez déjà dû remarquer ça. Quand elle se rapproche, c'est plus aigu. Quand elle s'éloigne, c'est plus grave. Est-ce qu'on a la même chose pour la lumière? Ben, c'est là qu'on le voit. On va voir que oui. Puis on va avoir les formules avec ça assez rapidement. Puisque on a la transformation des composantes, c'est déjà tout fait, c'est la transformation de Lorentz. Alors, oméga sur C, c'est la quatrième composante. Donc, je peux avoir directement oméga prime, c'est-à-dire la pulsation ou la fréquence dans le référentiel R', si je la connais dans R. J'applique la formule. Quatrième composante, oméga prime sur C, c'est gamma d'entraînement. Donc, vous connaissez le terme 1 sur racine de 1 moins machin. Facteur de oméga sur C moins bêta d'entraînement fois Kx. Alors, qu'est-ce que je peux dire de Kx? Kx, c'est quoi? C'est la composante dans la direction x ou x' du vecteur d'onde. Et le vecteur d'onde, c'est donc, alors, déjà, c'est donc K cosinus θ. Vous voyez, j'ai défini θ comme cet angle-là. Donc, c'est K fois cosinus θ. Et K, c'est-à-dire la norme du vecteur d'onde, ben, vous savez tous que pour la lumière, c'est oméga sur C. C étant la vitesse de la lumière. Donc, c'est oméga sur C cos θ. Donc, ça me fait finalement, quand je rentre ça dans l'expression au-dessus, ça fait oméga prime sur C égale à gamma fois, bon, je vais l'écrire comme ça, oméga sur C moins bêta oméga sur C cos θ. Et puis, je vois que je peux simplifier, je peux factoriser par oméga sur C. Alors ça me donne donc la fréquence vue dans le référentiel R' quand je la connais dans le référentiel R. Bon, d'ailleurs, on peut faire un exemple encore plus simple. On va considérer en particulier un rayon lumineux qui est envoyé dans la direction X. Donc, cas particulier. Si θ égale à 0, quelle est la fréquence de réception quand on connaît la fréquence d'émission? Voilà la question. Donc, θ égale à 0, bien sûr, cos θ, ça fait 1, et je factorise par oméga sur C. Donc, ça fait oméga prime sur C est égal à gamma fois oméga sur C, que multiplie 1 moins bêta.
et puis je simplifie un petit peu. Je l'ai écrit là-haut, j'ai plus la place. Allez, si, j'ai la place. Vous voyez là? Ouais, tout donc ici, ça fait donc oméga sur C, facteur de 1 moins bêta E sur racine de 1 moins bêta E carré. Voilà. Et puis pour simplifier encore un petit peu, astuce, vous connaissez les identités remarquables, hein, je suppose. Donc 1 moins bêta E au carré, c'est quoi? C'est 1 moins bêta E fois 1 plus bêta E. D'accord? Je ne l'écris pas, c'est trop élémentaire. 1 moins bêta E fois 1 plus bêta E. Autrement dit, je vais pouvoir simplifier par racine de 1 moins bêta E. Donc ça nous fait racine de 1 moins bêta E sur 1 plus bêta E. D'ailleurs, je vais mettre une seule racine. Voilà. Voilà, donc sous cette forme-là, c'est particulièrement simple de voir ce qui se passe. On voit bien que si bêta est positif, c'est-à-dire si la vitesse de déplacement VE est bien orientée vers la droite, c'est-à-dire s'il y a un éloignement, si R' est en train de s'éloigner de la source, je vais le mettre là, si VE est positif, c'est-à-dire si l'observateur s'éloigne de la source, bêta E est positif, et donc le terme qui est au-dessus est plus petit que 1, le terme qui est en dessous est plus grand que 1. Autrement dit, oméga' est inférieur à oméga. Alors, oméga' est inférieur à oméga. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si vous êtes en train d'observer une étoile qui s'éloigne par rapport à vous, hein, c'est relatif évidemment, vous éloignez par rapport à l'étoile, eh bien, si elle émet une radiation bleue, vous allez peut-être voir du rouge. Parce que le rouge, c'est une longueur d'onde plus importante. Si la fréquence diminue, la longueur d'onde augmente. Donc, quelque chose qui était émis dans le bleu peut arriver chez vous dans le rouge. Voilà. Et c'est un truc qui arrive assez souvent en astrophysique, si on voit des objets qui sont loin, puisqu'on sait maintenant, et vous avez peut-être entendu parler de ça, que l'univers est en expansion. Donc on sait maintenant que c'est en expansion, mais en plus en expansion accélérée actuellement. Et donc, plus vous êtes en train d'observer des objets loin, des galaxies éloignées ou des quasars, plus ces objets sont en train de se déplacer vite par rapport à vous. Voilà. Et comme c'est l'espace lui-même qui s'étend et non pas juste les galaxies ou les quasars qui s'éloignent les uns des autres, la vitesse relative de déplacement de ces objets les uns par rapport aux autres, elle peut même dépasser en fait la vitesse de la lumière. Voilà. Donc l'effet Doppler en astrophysique, il est très important. C'est bon? Alors, qu'est-ce qui va avec ça? Puisque vous connaissez un peu la mécanique quantique, c'est les photons. Bon, vous avez entendu parler des photons aussi au lycée. Donc, cas des photons, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, en 1904 ou 1905, je ne sais plus, Einstein comprend l'effet photoélectrique. Donc, alors, c'est Planck et Einstein. Planck a fait une partie du boulot et Einstein a fini par comprendre exactement ce qui se passait. Et c'est de là que date pour les photons la relation que vous connaissez depuis le lycée, E égale h nu, ou h bar oméga, c'est la même chose. Donc ça a été découvert grâce à l'effet photoélectrique. Je vous rappelle en deux mots, l'effet photoélectrique, c'est quoi? C'est le fait qu'on arrive à faire sortir des électrons d'un métal en envoyant de la lumière dessus. On s'est aperçu que pour faire sortir efficacement les électrons, ça ne servait à rien d'éclairer très fort le métal. Ce qu'il fallait, c'était utiliser de la lumière de haute fréquence. Même s'il n'y en avait pas beaucoup, ça suffisait à faire sortir les électrons. Et on a compris du coup que les électrons sortaient parce qu'ils étaient éjectés par des paquets d'énergie relativement importantes. Si la fréquence est élevée, les paquets d'énergie sont plus importants. Voilà. C'est l'histoire de l'effet photoélectrique. Donc, voilà la formule correspondante pour les photons. Alors, vous savez maintenant que les photons ont aussi une certaine quantité de mouvement. Et c'est d'ailleurs ce qui a été utilisé après par De Broglie. Alors, d'où vient l'expression de la quantité de mouvement? Eh bien,
puisque les photons peuvent être considérés comme des particules, je peux parler du quadrivecteur quantité de mouvement pour les photons. Le quadrivecteur quantité de mouvement, je vous rappelle, c'est P E sur C. Et donc pour les photons, ce quadrivecteur, c'est, je peux le noter P H bar oméga sur C. Voilà. Mais je viens de dire qu'il existe un autre quadrivecteur qui est le quadrivecteur K. Je le compare justement à ça, à comparer au quadrivecteur K qui s'écrit K oméga sur C. Voilà, donc ce sont deux quadrivecteurs ici. Ce sont deux quadrivecteurs dont les composantes, dont les quatrièmes composantes sont proportionnelles. Si je dis sont proportionnelles, ça veut dire en fait dans tous les référentiels. Dans tous les référentiels que je peux imaginer, vous pouvez écrire le quadrivecteur quantité de mouvement comme ça, le quadrivecteur d'onde comme ça. Donc on voit bien que leurs quatrièmes composantes sont proportionnelles et la constante de proportionnalité justement c'est h bar. Alors quand est-ce que ça peut arriver? Pensez-y, vous n'avez pas l'habitude des quadrivecteurs, mais à deux dimensions il n'y a aucun problème. Si vous avez deux vecteurs dans le plan, vous imaginez deux vecteurs qui ont toujours une composante, par exemple la composante suivant x, leur composante suivant x est toujours proportionnelle, quelles que soient les rotations qu'on fasse sur ces vecteurs. Eh bien, la conclusion, c'est que ces deux vecteurs sont alignés, sont proportionnels l'un à l'autre. Je vous fais un petit dessin pour voir ce que je veux dire. Voilà, un vecteur blanc, un vecteur bleu. Voilà, mettons que le vecteur bleu est 2 fois plus petit que le vecteur blanc. Si je fais une rotation sur ces deux vecteurs, mettons une rotation de 45 degrés, je vais avoir le vecteur blanc comme ça, le vecteur bleu comme ça. D'accord? Eh bien, si je choisis un axe, n'importe lequel, par exemple l'axe X comme ça, horizontal, quelle que soit la rotation que je fais sur les deux vecteurs, leur composante suivant X sera la même. Donc, ce genre de truc n'arrive que si les deux vecteurs eux-mêmes sont parallèles l'un à l'autre. Si vous faites le même genre de schéma, mais avec deux vecteurs qui ne sont pas parallèles l'un à l'autre, par exemple comme ça, ça sera plus vrai. Bon, eh bien, on peut faire le même genre de raisonnement avec les quadrivecteurs. Et la conclusion, c'est que ces deux quadrivecteurs, ils sont alignés. C'est-à-dire qu'ils sont proportionnels l'un à l'autre. Donc, conclusion, P et K sont proportionnels. Donc, P, je vais mettre un dièse pour dire proportionnel. P est proportionnel à K. Et on voit quelle est la constante de proportionnalité, elle est là. C'est-à-dire que P égale précisément H bar K. Toutes les composantes sont proportionnelles avec ce même facteur de proportionnalité. C'est inévitable. Donc, en particulier, la quantité de mouvement P est égale aussi à H bar fois K. C'est-à-dire que les deux composantes qui sont là sont proportionnelles avec la même constante de proportionnalité. Voilà, P égale H bar K. Et bien ça y est, on a la démonstration, on a l'expression de la quantité de mouvement du photon. Voilà d'où ça vient. Je vous l'avais donné comme ça. Ça vient de la relativité. Et P égale H bar K, je vous rappelle, ça s'écrit aussi, puisque K c'est 2 pi sur lambda, ça s'écrit aussi P égale H sur lambda. Identique à la relation de De Broglie. Alors De Broglie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a généralisé ça. Je vous rappelle, ça c'est donc démontré pour les ondes lumineuses, mais De Broglie l'a généralisé à toutes les particules. Qu'est-ce qu'on peut dire encore des photons? On peut dire que leur masse est nulle. Alors pourquoi? J'essaie de vous expliquer là. On a aussi K qui est égal à oméga sur C pour la lumière. Et donc, ça veut dire que je peux écrire que P, c'est H bar oméga sur C. Voilà. Mais H bar oméga, c'est aussi E. Donc, c'est égal à E sur C. P, c'est E sur C pour les photons. D'accord? Pour les photons. Que pour les photons, puisque j'ai utilisé
Par exemple, K égale oméga sur C, c'est que pour les photons, ça. Alors, si on se rappelle de la formule E2 égale P2C2 plus M2C4, ben on remplace ici. E, c'est P fois C. Ça fait donc P2C2 égale P2C2 plus M2C4. Et donc, M est égal à 0 pour les photons. Voilà. Bon, ce qui était prévisible, hein, parce que, bon, je le mets en remarque, les photons, on a supposé dès le début qu'ils avançaient effectivement à la vitesse C, hein, vitesse d'ailleurs de la lumière. Donc, si on prend la formule E égale gamma mc carré, si on dit que la vitesse tend vers C, mais que l'énergie du photon reste finie, E fini, ben, le problème c'est que quand V tend vers C, alors gamma tend vers l'infini. Donc on a un truc là à gauche qui doit rester fini, alors qu'à droite, ça tend vers l'infini. Donc la seule conclusion possible, c'est qu'en même temps, M tende vers 0, ou que M soit égal à 0. Dès que vous avez une particule qui se déplace à la vitesse de la lumière, sa masse doit être nulle. Voilà. Donc M doit tendre vers 0. Voilà. Alors ça, c'est pas ce que je viens de faire, c'est pas une démonstration à partir de rien quand même. Il faut vérifier ça expérimentalement. C'est parfaitement vérifié jusque-là. On a toujours vérifié que la masse du photon, avec toutes les incertitudes qui restent actuellement, la masse du photon effectivement a l'air d'être égale à 0. Hein. Mais il faut effectivement le vérifier. Pourquoi? Parce que il y a un petit problème dans la démonstration que je vous fais, c'est que ça vient d'où? Ça vient d'une démonstration que j'ai faite à partir d'une masse non nulle. Il suffit de regarder comment j'ai établi cette expression-là. Dans cette expression, j'ai supposé au départ que la masse était non nulle. Donc, quand j'utilise cette relation-là, je suis en train de dire que, bon, comme elle doit être vraie, quelle que soit la masse, même si elle tend vers 0, je suppose que c'est aussi vrai quand M est exactement égal à 0. Voilà. Donc, c'est une hypothèse qu'on fait, qui a l'air assez raisonnable et qui est effectivement vérifiée expérimentalement. Mais on n'a pas fait vraiment une démonstration à partir de rien du fait que la masse du photon était égale à 0. C'est juste vraisemblable. Voilà, pour la lumière. Alors, dernière partie, si j'ai un petit peu de temps, 20 minutes, les systèmes de particules. Donc, c'est le... Là, je ne suis plus vraiment dans les quadrivecteurs. Donc, qu'est-ce que j'avais mis comme grand A, grand B, grand C? C'était quadrivecteur, c'était le grand 3. Donc, grand 4, système de particules, qui sont, voilà, c'est un paragraphe qui va être important pour tous les exercices, par exemple sur des collisions entre particules. C'est un domaine d'application très important de la relativité, hein, c'est tout ce qui est physique nucléaire. Bon, si un jour vous travaillez pour une centrale nucléaire, voilà, ça joue un rôle important. Et puis, bon, évidemment, physique des particules, c'est fondamental, hein, la relativité. Donc, en physique des particules, qu'est-ce qu'on fait au départ pour faire apparaître des nouvelles particules? On va le voir en exercice. On fait des collisions entre 2 ou 3 particules. Hein. Et ces collisions vont nous servir à fabriquer de nouvelles particules. Hein, pas des molécules, des particules. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des systèmes de particules et des collisions de particules? Voilà l'objectif du paragraphe 4. Donc, c'est système de particules. Voilà, donc j'ai un certain nombre de particules dans un domaine, comme ça. Chacune a une certaine quantité de mouvement que je vais noter P indice I et une certaine énergie que je vais noter E indice I. Alors, on peut toujours définir la quantité de mouvement totale, et je vais écrire quantité de mouvement total du système. Cette quantité de mouvement, je vais la noter sans indice pour pas trop alourdir. Ben, P, ça va être la somme des quantités de mouvement individuelles.
De même, l'énergie totale, je vais noter E sans indice, c'est la somme des énergies individuelles des particules, plus éventuellement une énergie potentielle d'interaction entre particules. Énergie potentielle d'interaction entre les particules. Voilà. Comme dans les gaz ou comme en astronomie, hein. Par exemple la Terre et la Lune, ça forme un système lié, il y a une énergie potentielle gravitationnelle entre la Terre et la Lune. Il faut bien en tenir compte, hein. Quand on considère le système Terre-Lune, hein, en orbite autour du Soleil, voilà, il faut tenir compte de cette énergie-là. Voilà, alors ce qu'on a envie de dire a priori, c'est que si la masse de la particule numéro i est notée MI, on a bien envie de poser a priori M est égal à somme des MI, somme sur I à chaque fois, voilà, c'est l'indice I. Bon, alors en fait on va voir que on ne peut pas écrire ça. On ne peut pas écrire ça parce que, comme toujours en physique, il faut que ce que l'on définit ait une utilité et corresponde à certaines lois de la physique simple. Et on va voir que ça ne colle pas avec certaines lois de la physique. C'est-à-dire que l'idée, c'est que j'aimerais bien pouvoir considérer ce système de particules comme une particule ayant certaines caractéristiques simples. Exemple de système de particules. Quand vous prenez par exemple un atome d'hydrogène, dans un atome d'hydrogène, c'est déjà un système de particules parce qu'il y a des protons, il y a un proton. Et puis il y a un électron. Et puis même un proton tout seul, figurez-vous que c'est un système de particules. D'ailleurs, vous le savez peut-être. Qu'est-ce qu'il y a dans un proton? Il y a des quarks. Voilà. Donc, bon, ça arrive très vite, les systèmes de particules. Donc, bon, on aimerait bien que la masse soit la somme des masses de chacun des constituants, mais on aimerait bien en même temps que l'ensemble se comporte comme une particule ayant certaines propriétés simples, des propriétés analogues à ce qu'on a vu pour les particules libres. Et on va voir que ça nous conduit à une définition différente de la masse. Qu'est-ce qu'on va garder par contre comme propriété simple dès le début, hein? On va admettre que la quantité de mouvement d'un système isolé ne varie pas. Donc ça c'est facile à montrer. Que l'énergie totale ne varie pas non plus. Donc on admet que P et E, donc la quantité de mouvement totale, sont constantes pour un système isolé. Là, c'est une des grandes lois de la mécanique. Voilà. Si ça ne vous dit plus rien, je vous rappelle rapidement, par exemple pour la quantité de mouvement, hein, il suffit d'appliquer la seconde loi de Newton. Somme des forces égale dP sur dt. Si le système est isolé, ça veut dire que la somme des forces appliquées sur le système, ça fait 0. dP sur dt égale à 0, et donc quantité de mouvement constante. Voilà. Ben, il y a la même chose en relativité, et on peut l'écrire pour le système. Alors, donc, on va s'intéresser à la masse. Alors, avant de traiter le cas d'un système directement, je rappelle ce qu'on connaît comme formule qui fait intervenir la masse en relativité. Donc, j'écris un petit rappel pour une particule. Rappel. Pour une particule isolée. Libre. Hein, isolé, on dit plutôt libre. Pour une particule libre. Voilà. Bon, on sait que la quantité de mouvement, on a vu tout à l'heure, c'est gamma mv. L'énergie, c'est gamma mc carré. Hein. Et puis, on peut faire le rapport des deux. Ça nous fait P sur E est égal à V sur C carré. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit que si on a une particule libre, ben, je viens de le dire, la quantité de mouvement est constante. Si la quantité de mouvement est constante, c'est ce P, la quantité de mouvement. Si P est constante, c'est-à-dire que sa vitesse est constante. Bon, ben, vous avez l'habitude, si vous avez une particule qui n'est soumise à aucune force, hein, c'est le principe d'inertie, hein, sa vitesse reste constante. Voilà. Ce genre de truc, il faut pouvoir le retrouver pour le système de particules.
qu'est-ce qui fait... alors là, la masse dans cette expression, bon, c'est une expression dont je vais me servir, qui est intéressante, mais qui ne fait pas apparaître explicitement la masse. Qu'est-ce qui fait apparaître explicitement la masse? C'est l'énergie au repos. Donc toujours pour une particule, et dans le référentiel où cette particule est immobile, eh bien, on a E qui est noté dans ce cas-là E0, énergie au repos, c'est juste mc carré. Voilà, et donc pour mettre en évidence la masse, je peux l'écrire comme ça. Finalement, on peut considérer à la limite que ça, c'est ce qui va définir la masse en relativité. Alors il se trouve que la masse, c'est la même masse qui intervient dans la gravitation, dans l'inertie. Qu'est-ce que c'est que l'inertie? C'est le m qui apparaît dans F égale ma. Plus l'inertie est grande, plus c'est difficile de mettre en mouvement. C'est la même masse dans la gravitation, dans l'inertie, et puis dans toutes les expériences de physique. Donc je voudrais trouver quelque chose d'analogue à cette formule-là, et celle-là pour les systèmes de particules. Donc je reviens maintenant au système de particules, et je me pose la question, qu'est-ce qui est l'analogue d'un référentiel où la particule est au repos? Donc je reviens au système de particules. Eh bien, ces particules, elles peuvent être n'importe où et elles peuvent bouger toutes en même temps. Donc le petit problème, c'est qu'il n'existe pas pour un système de particules, sauf si elles sont toutes fixes les unes par rapport aux autres comme dans un solide, il n'existe aucun référentiel où toutes les particules sont au repos en même temps. Ce n'est pas possible. Si c'est des particules dans un fluide, mettons un fluide turbulent, ça s'agite dans tous les sens, dans aucun référentiel, toutes les particules ne sont au repos en même temps. Donc il faut que j'innove un petit peu là. Qu'est-ce que je peux dire? Par contre, je peux toujours trouver un référentiel dans lequel la quantité de mouvement totale est nulle. Pour un système de particules, on introduit le référentiel que je vais noter R étoile, dans lequel la quantité de mouvement totale est nulle. La quantité de mouvement totale est nulle. Alors, cette quantité de mouvement, je vais la noter P étoile égale à 0. Comment ça s'appelle en physique classique, ce genre de référentiel? Un référentiel dans lequel la quantité de mouvement totale est nulle. Pour un solide, vous avez vu ça en principe. Voilà, c'est le référentiel barycentrique. On peut dire référentiel du centre d'inertie. Voilà, des fois on dit quand même référentiel barycentrique, mais en se rappelant que, attention, relativité, avec les masses, c'est un petit peu plus compliqué des fois. Bon, donc voilà, je vais écrire référentiel du centre d'inertie. Alors, maintenant je vais exploiter le fait que je dispose d'un quadré vecteur quantité de mouvement énergie. Voilà. J'ai un quadré vecteur qui s'écrit comme ça. Et un quadré vecteur. Voilà. Si je me place dans un référentiel R quelconque, donc ça c'est les composantes dans un référentiel galiléen R, dans R galiléen, et je vais choisir comme d'habitude l'axe X parallèle à la direction de déplacement d'un référentiel par rapport à l'autre, donc parallèle à la quantité de mouvement. Comme c'est un quadré vecteur, je vais pouvoir utiliser les formules de transformation pour les quadrés vecteurs. Par exemple, je vais pouvoir dire que la composante suivant X de la quantité de mouvement dans le référentiel R étoile, c'est égal à gamma fois la même chose dans R, moins bêta fois
E sur C. Voilà. Alors, comme j'ai choisi justement l'axe X dans la direction de P, ça vaut 0. Et il me reste ça. Ça vaut donc 0. Et ça s'écrit donc Px est égal à bêta E fois E sur C. Voilà. Et encore une fois, comme j'ai choisi P parallèle à X, ça veut dire que, je vais l'écrire en dessous, ça veut dire que P est égal à bêta E, c'est-à-dire VE, vecteur vitesse VE, sur C fois E sur C. Voilà, et ça, vous voyez que ça ressemble beaucoup à ça. D'ailleurs, je vais l'écrire pareil, où P sur E est égal à VE sur C carré. Donc, je viens de retrouver pour un système de particules l'analogue de cette équation-là, en utilisant comme vitesse de l'ensemble la vitesse VE, ici, à laquelle se déplace le référentiel que j'ai introduit, le référentiel R étoile. C'est la vitesse de déplacement du référentiel, on pourrait dire barycentrique, référentiel du centre d'inertie. C'est, voilà, pour un système de particules, la vitesse d'ensemble, la vitesse de la particule, si vous voulez, c'est la vitesse de déplacement du centre d'inertie. Bon. Alors maintenant, j'aimerais bien, mon idée au départ, c'était de retrouver l'équivalent de la masse et d'expliquer pourquoi la masse totale n'est pas égale à la somme des masses individuelles. Donc il faut que je retrouve une formule comme celle qui est en dessous. Alors j'utilise encore une fois le fait que le quadré vecteur qui est là, donc que ça c'est un quadré vecteur, et je vais utiliser cette transformation de Lorentz, mais à l'envers. Donc je vais écrire d'autre part. C'est-à-dire je vais passer du référentiel maintenant R étoile au référentiel R. D'autre part, je peux écrire que Px c'est égal à gamma fois Px étoile plus, cette fois, bêta E fois E sur C. Voilà. Alors, dans cette expression, dans le référentiel barycentrique, je sais que la quantité de mouvement est nulle. Et puis, le vecteur quantité de mouvement est selon X. Donc ça représente aussi toute la quantité de mouvement. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens Px égale gamma bêta fois E sur C. Voilà, ça c'est 0, je vais le mettre au-dessus, sinon on ne voit plus rien. Gamma bêta E sur C. Et bêta E, c'est toujours VE sur C. Donc, c'est pareil que gamma fois E sur C au carré multiplié par VE. D'accord? J'ai juste écrit ici que bêta, c'est VE sur C. Voilà. Et donc, comme je disais, X est parallèle à P, ça veut dire que la norme du vecteur P, c'est la même chose que Px. Alors, regardez cette équation-là. Quantité de mouvement égale gamma fois un certain machin fois VE. Eh bien, on a vu que l'analogue de VE, c'est la vitesse de la particule. Et ici, on se rappelle aussi que P, la quantité de mouvement, c'est gamma mv, d'accord, en relativité. Donc, pour retrouver les formules d'une particule, pour pouvoir considérer ce paquet comme une particule, c'est ça que je dois appeler la masse de la particule. C'est l'énergie totale divisée par C carré. C'est à cette condition-là que je retrouve une formule valable pour une particule, P égale gamma mv. Donc j'écris analogue à, voilà, ici, analogue à P égale gamma mv qu'on connaît pour une particule. Autrement dit, je suis obligé de dire que la masse, c'est ce qui est ici. Et c'est comme ça qu'on va définir la masse en relativité, la masse d'un système de particules. Donc on pose, pour retrouver les formules valables pour une particule, c'est-à-dire pour pouvoir considérer le paquet comme une particule, on va poser m égale E sur C carré. Alors ce E, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie dans le référentiel barycentrique. Et je m'aperçois à l'instant que j'ai oublié de l'écrire là, donc je le mets en couleur
pour vous corriger. Référentiel barycentrique, enfin référentiel du centre d'inertie. Et je l'ai oublié là aussi et là. Donc voilà comment on définit la masse d'un système. Alors, pourquoi ça implique que la masse totale n'est pas égale à la somme des masses individuelles? Ben, j'y arrive maintenant, puis on va prendre 2-3 exemples pour que vous rendiez bien compte de la différence. Je vais utiliser une dernière fois le fait que ce machin-là est un quadri vecteur. Donc je le réécris ici. P E sur C est un quadri vecteur. Voilà, c'est un quadri vecteur. Ça veut dire que je peux écrire sa norme au carré, je sais que c'est invariant. Sa norme carrée, c'est E2 sur C2 moins P au carré. Et comme c'est invariant par changement de référentiel, ben je peux exprimer cette norme carrée dans le référentiel du centre d'inertie. Donc invariant. Et dans le référentiel du centre d'inertie, ça vaut E étoile carré sur C2 moins P étoile carré. Sauf que dans le référentiel du centre d'inertie, ça vaut 0. Autrement dit, c'est juste égal à E étoile carré sur C2. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que E étoile carré? Ben, tenez, j'ai oublié une dernière fois d'écrire une étoile, c'est ici. Voilà. Donc je le mets en couleur parce que c'est ce que j'ai rajouté. Voilà. C'est E étoile sur C carré, c'est la masse. Donc, E étoile, c'est MC carré. Donc ça fait M2C2. Voilà, le petit m qui est là, c'est la masse, c'est ce qu'on va appeler la masse totale. Donc, pour résumer, j'obtiens la formule en multipliant par C carré partout. J'obtiens E carré égale P2C2 plus M2C4. Donc, on retrouve au final cette expression-là pour un système de particules. Sauf que ça, c'est l'énergie totale du système. Ça, c'est la quantité de mouvement totale. Voilà. Et ça, c'est la masse totale. Comme moi, ce qui m'intéresse, c'est la masse, je vais isoler la masse dans cette expression. Ça me donne. La masse, c'est la racine de E2 moins P2C2 sur C4. Donc, c'est 1 sur C2 fois ça. Voilà, c'est la masse totale d'un système de particules. Bon, alors, exemple, pour bien voir que ça conduit à une définition de la masse différente de la mécanique classique. On prend un atome d'hydrogène au repos. Donc, application. Un atome d'hydrogène, c'est un proton et un électron, comme je vous disais tout à l'heure. Un atome H égale proton et électron. Voilà, c'est l'ensemble. Je voudrais connaître leur masse et je vais considérer cet atome au repos. Un atome d'hydrogène au repos. Au repos, ça veut dire que je suis dans le laboratoire et sa quantité de mouvement, elle est égale à 0. D'accord ? Donc en fait, je suis directement dans le référentiel du centre d'inertie pour cet atome d'hydrogène. Donc, je vais pouvoir appliquer cette formule. Je vais pouvoir dire que M, la masse du proton, pardon, la masse de l'atome d'hydrogène, je vais noter MH pour atome d'hydrogène. La masse de l'atome d'hydrogène, c'est donc 1 sur C2 racine de E2 moins 0. Mais E, qu'est-ce que c'est? Dans l'énergie du système proton-électron, il y a 3 termes. Il y a l'énergie de masse du proton, il y a l'énergie de masse de l'électron, mais il y a aussi l'énergie d'interaction entre les deux. Alors je l'écris ici. L'énergie du système proton-électron,
c'est quoi? C'est l'énergie de masse du proton, MPC2, plus l'énergie de masse de l'électron, MEC2, plus une énergie potentielle d'interaction, plus une énergie cinétique. Et en fait, d'ailleurs, vous savez, quand je vous le dis, là, vous rendez, peut-être ça doit vous étonner, mais vous savez ce que ça vaut, ça? Pour un atome d'hydrogène normal, ça s'appelle l'énergie de liaison. Que vaut l'énergie de liaison entre un proton et un électron? Ah non, c'est pas celui-là, c'est un autre résultat. Bah, c'est moins 13,6 électronvolts. C'est un truc qu'on voit dans tous les bouquins de terminale, je sais qu'il y en a qui le connaissent par cœur. Cette énergie de liaison, c'est l'énergie de l'électron qui se trouve dans l'état fondamental sur cet atome. Donc c'est moins 13,6 électronvolts. Alors, si j'applique la formule qui est là-bas, vous êtes d'accord que ça fait M égale E sur C2. La masse de l'atome d'hydrogène, c'est E, puisque je suis déjà dans le référentiel barycentrique, finalement, puisque l'atome est au repos. Hein. C'est E sur C2, ici. Hein, donc, au repos. Au repos dans le labo. Voilà. Et bien, E sur C2, donc ce E, c'est là. Donc, ça fait quoi? Ça fait la masse du proton, plus la masse du neutron, plus ce machin-là. Donc, c'est-à-dire moins 13,6 électronvolts sur C2. Voilà. Donc, il y a bien une différence entre la masse totale de l'atome et la somme des masses de ses constituants. Voilà. Et on voit, hein, vous voyez, vous avez l'explication, vous voyez, c'est mathématique. Hein, on est obligé, pour pouvoir considérer l'ensemble comme une particule, répondant aux mêmes équations de mouvement que les autres particules libres, on est obligé de considérer que la masse peut être définie par cette équation-là, elle doit être définie par cette équation-là, et cette équation, ça nous indique que la somme des masses des constituants n'est pas égale à la masse du total. Voilà. Alors la différence, elle n'est pas très importante dans ce cas-là, dans le cas du système proton-électron. Par contre, elle peut être très importante dans le cas des noyaux atomiques. Voilà, l'énergie de liaison, elle est négative, hein, le système est stable. Donc il se trouve que la masse de l'ensemble est plus petite que la masse des constituants. Hein. Donc ici, la masse de l'atome d'hydrogène est inférieure à la masse du proton et de l'électron. Dès que vous avez des systèmes qui sont liés, ça se passe comme ça. Bon, alors on voit aussi d'ailleurs dans cette expression que c'est quelque chose de général. Si vous augmentez l'énergie cinétique de l'électron, par exemple si vous chauffez un système de particules, vous voyez que ça augmente bien sûr l'énergie cinétique. Si vous avez des restes de thermo, chauffer, ça veut dire agitation thermique, ça augmente l'énergie cinétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la masse augmente. Vous avez un système, vous avez un certain volume de gaz, vous le chauffez, sa masse augmente. Et qu'est-ce que ça veut dire que sa masse augmente? Ça veut dire que par exemple, gravitationnellement, il va se mettre à attirer plus d'autres objets, ou avoir un poids plus important sur une certaine planète. Voilà. Mais c'est des effets qui sont en général assez peu importants. Mais en physique des particules, ça peut devenir très important, voire ça peut être le phénomène prédominant. Je vais donner un ou deux exemples là en cours ou en exo. Alors, le deuxième cas que je voudrais donner, c'est un cas que vous avez vu donc au lycée, mais sans qu'on vous dise pourquoi. C'est le cas des noyaux atomiques. Hein, donc, cas des noyaux atomiques. Voilà, donc dans un noyau atomique, vous avez, en général, on note grand Z le nombre de protons, on note grand A le nombre total de nucléons, nombre d'Aston, et la différence entre les deux, bien sûr, c'est le nombre de neutrons. Voilà. Alors, si on se place, oui. Ici, là, ce que je disais, c'est que la masse du proton et la masse du neutron, ça ne fait pas la même chose que la masse de l'atome d'hydrogène.
Pourquoi avant c'est... Ah, pas du neutron, qu'est-ce que je raconte? Dans un atome d'hydrogène, il y a un proton et un électron. Voilà, merci. Donc, corrigez ça si vous n'avez pas fait gaffe. Il n'y a pas un neutron qui apparaît dans l'argument à ce moment-là. Donc, dans un noyau, il y a des protons, des neutrons. Hein, avec en général un petit peu plus de neutrons que de protons, mais quasiment le même nombre. Peu importe. Vous avez donc, on peut donc calculer la masse des constituants séparés et on peut calculer la masse de l'ensemble avec cette formule-là. Donc si on considère un noyau qui est au repos, hein, sans vitesse dans le laboratoire, c'est-à-dire à l'endroit où on le mesure, donc pour un noyau au repos, on va appliquer cette formule-là. Noyau au repos, ça veut dire que l'énergie mesurée dans le labo, c'est l'énergie dans le référentiel du centre d'inertie. Et bon, je vais pouvoir dire que la quantité de mouvement, c'est la quantité de mouvement dans le référentiel du centre d'inertie, c'est 0. Et donc, j'ai la masse qui est égale à, encore une fois, l'énergie totale sur C carré. Voilà. Alors, l'énergie totale, c'est quoi? Ben, c'est l'énergie de masse des protons, donc c'est Z fois l'énergie de masse des protons, plus le nombre de neutrons que multiplie l'énergie de masse des neutrons, et plus, donc tout ça sur C carré, plus l'énergie de liaison sur C carré. Voilà. Et cette énergie de liaison, elle est négative, puisque ça lie justement les particules entre elles. Donc on voit bien la simplification. Ça fait donc que M, c'est égal à Z fois MP plus A moins Z fois Mn. Et donc plus l'énergie de liaison sur C carré. Et comme ça, c'est négatif. Hein, je remets ici. Comme ça, c'est négatif. Ça veut dire que la masse totale est inférieure pour un noyau. Encore une fois, la masse totale est inférieure à la masse des constituants du noyau. Voilà, M, inférieure à la masse. Alors, d'ailleurs, on note souvent la différence, on la note delta M, qu'on appelle le défaut de masse. Delta M, c'est quoi? C'est la masse des constituants moins la masse de l'atome. Moins la masse de l'atome. Donc, comme ça, c'est négatif. Ben, le delta M, il est positif. Un atome est toujours plus léger que ses constituants, parce que l'énergie de liaison est négative. Voilà, donc ça, c'est peut-être au final, c'est peut-être une formule de première S. En gros, je n'ai pas regardé le détail, mais voilà, vous avez dû voir ça à un moment. C'est peut-être un paragraphe. Alors, il existe des cas plus rigolos en physique des particules où c'est l'inverse. Je mets ça en remarque. En physique des particules, en physique nucléaire, un nucléon, un proton, un neutron, ce sont des systèmes composites. Donc, remarque, cas d'un proton. Un proton, c'est composé de 3 petits machins qu'on appelle des quarks. 3 quarks, bon, qui ont la même masse, il y en a deux sortes dans le proton. Mais voilà, c'est 3 petites particules. Alors, la formule qu'on a indiquée, là, elle est facilement, vous avez compris comment ça se généralise. La masse du proton, c'est quoi? C'est la masse des 3 quarks, donc voilà, égale, j'écris explicitement, masse des 3 quarks, plus l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle, le tout sur C carré. Voilà. Et il se trouve que donc, dans le cas de ces quarks, eh bien, l'énergie
cinétique plus l'énergie potentielle, c'est un terme qui est positif et qui est très important. Positif et très grand. Alors, le fait que ce soit positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le proton est plus lourd, cette fois, que la masse de ses constituants. Et il est beaucoup plus lourd. En fait, ce qu'on mesure à travers des expériences de collision, c'est que, en fait, la masse des 3 quarks représente, au total, à peu près 1% de la masse du proton. Voilà. Donc un proton, ça devrait être 100 fois plus léger, en gros. Mais à cause de l'énergie, à cause de ce terme-là, ce terme purement énergétique, eh bien, considéré comme une particule, le proton est beaucoup plus lourd que la somme de ses constituants. Donc, vous voyez, c'est un cas où les effets relativistes sont très importants. Alors, pourquoi les quarks ne se séparent pas, bien que cette énergie soit positive? C'est parce que là, c'est pour des raisons de mécanique quantique, hein, qui ne sont pas directement en lien avec ce que j'ai raconté avant. Ils ne peuvent pas être séparés, ils ne peuvent pas vivre tout seuls, les quarks. Allez, un dernier exemple, avec des particules qui n'ont pas de masse du tout, les photons. Donc je considère, par exemple, un système de 2 photons. Qui se baladent en sens inverse. Voilà. Alors, ils se baladent à la vitesse de la lumière, ça vous le savez. C'est la même vitesse, je fais 2 flèches identiques, mais mettons qu'il n'ait pas la même énergie. Donc, mettons qu'il y en ait un qui ait une énergie de 50 mégaélectronvolts et l'autre 20 mégaélectronvolts. Alors, je voudrais appliquer le même genre de calcul. Je vous rappelle, on a trouvé que la masse du système, de ce système de 2 photons, toutes les formules que j'ai écrites étaient aussi valables pour les photons. La masse du système, je suis tombé sur cette formule-là, 1 sur C2, racine de E2 moins P2, C2. Alors E, c'est quoi? C'est l'énergie totale, et P, c'est la quantité de mouvement totale. Eh bien, appliquons les formules qu'on connaît pour les photons. Ça nous donne que la masse du système, c'est donc égal à 1 sur C2, facteur de l'énergie totale, c'est quoi? C'est 70 mégaélectronvolts. Donc là, j'exprime en mégaélectronvolts, 70 au carré. Et puis, la quantité de mouvement totale, c'est quoi? Je vous rappelle que, je l'écris ici, avec P égale E sur C. Donc, si j'appelle ça le photon 1 et l'autre le photon 2, voilà, je peux dire que P1 c'est E1 sur C, P2 c'est E2 sur C, et donc la quantité de mouvement total, c'est un vecteur, donc il faut tenir compte du sens bien sûr, la quantité de mouvement total c'est donc E1 moins E2 sur C, dans le sens gauche-droite, puisque au total c'est positif dans ce sens-là. Donc E1 moins E2 sur C, ça fait ça fait 30 mégaélectronvolts sur C. Sur C. Voilà, donc fois P2C2, donc ça fait moins 30 au carré. Racine de machin. Alors, je n'ai pas noté le résultat, mais voilà, est-ce que vous pouvez m'aider? S'il y en a 2-3 qui peuvent prendre leur calculatrice, me dire combien ça fait. 70 au carré moins 30 au carré, prenez la racine. Ça ne doit pas tomber. 63. Voilà, et c'était en MEV, donc ça fait MEV sur C2. Voilà, avec ça, voilà. Voilà, MEV sur C carré. Autrement dit, le photon de gauche n'a pas de masse, le photon de droite n'a pas de masse, mais en relativité, on doit considérer que l'ensemble a bien une masse, cette masse-là.
Voilà, ce qui peut arriver en relativité. Alors, je peux peut-être vous donner une toute petite idée de l'électromagnétisme, même si on ne fait pas trop d'exercices là-dessus. Au départ, Einstein, dans son article de 1905, voulait traiter d'un problème d'électromagnétisme. Hein, quand il a inventé quand il a découvert les équations de la relativité. Donc peut-être un tout petit bout sur l'électromagnétisme. Électromagnétisme. Mais je vais faire vraiment un tout petit morceau pour vous montrer que la relativité, ça s'applique à tout. Hein. Alors, si vous avez une distribution de charges, voilà, des charges électriques, dans un certain volume delta V, la charge totale delta Q, il y a une grandeur qui joue un rôle important en électromagnétisme, c'est la densité volumique de charge. Par définition, c'est delta Q sur delta V. Alors, mettons que voilà, ces charges soient au repos, hein, dans un certain référentiel. Donc, si les charges sont au repos dans le référentiel, mettons, je vais l'appeler R0, eh bien, vous obtenez la densité volumique de charge ρ0 égale delta Q sur delta V. Alors, toutes les expériences de physique ont montré jusque-là que la charge, c'est une quantité qui reste constante et invariante par changement de référentiel. Donc, le delta Q ne change pas. Sauf que si vous changez de référentiel, ben, rappelez-vous que vous avez une contraction des longueurs, phénomène de contraction des longueurs. Donc le volume qui apparaît au dénominateur, lui, il change. Donc si on passe de R0 à un autre référentiel R, donc dans un autre référentiel que je vais noter R, eh bien je vous rappelle que le volume qui valait, mettons, delta V 0, je vais rajouter un 0 sur le volume ici, je le mets en couleur parce que je le rajoute, delta V 0 ici, non, voilà, delta V 0 seulement là, parce que j'ai un ρ 0, ça c'est dans R0. Dans un autre référentiel R, donc ces charges, delta Q, sont contenues cette fois dans un volume delta V. Le volume vaut delta V. Alors, qu'est-ce que c'est que delta V par rapport à delta V0 ? Ben on a vu qu'on avait une contraction des longueurs d'un facteur gamma dans la direction X, les autres longueurs restant identiques. Autrement dit, le volume total va être divisé par gamma. Donc delta V, c'est delta V0 sur le facteur de Lorentz gamma. Ça veut dire que la densité volumique de charge, elle varie aussi. Donc ça veut dire que ρ, cette fois, c'est gamma fois ρ0. Voilà, la densité volumique de charge dépend du référentiel en relativité, même si la charge électrique est invariante par changement de référentiel. C'est le volume qui lui-même change. Oui ? Pourquoi on ne met pas au cube ? Parce que vous avez une contraction de la longueur seulement dans la direction de déplacement relatif, mais pas dans les autres directions. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut définir comme quadrivecteur ? Parce que si on veut faire la relativité, il faut écrire des quadrivecteurs. Alors, en électromagnétisme, on connaît le vecteur densité de courant volumique. Donc, je l'écris ici. Densité de courant. En mécanique classique, c'est J égale ρ fois V. Alors, c'est comme toujours en relativité, on essaye de partir d'une équation connue en mécanique classique et on essaye de la transformer pour l'écrire sous la forme de quadrivecteur. Or, on connaît un quadrivecteur associé à la vitesse, c'est le quadrivecteur vitesse. Donc, on va définir, par analogie avec cette formule, on va définir le quadrivecteur courant, J avec une barre en dessous, comme étant le quadrivecteur vitesse que multiplie une quantité analogue à ρ, mais qui sera invariante par changement de référentiel. Cette quantité, c'est ρ0, celui dont je viens de parler.
la densité volumique de charge dans un référentiel où ces charges sont au repos. Voilà. Donc, si on se rappelle de l'expression du quadrivecteur vitesse, c'est gamma V, gamma C. Donc, ça nous fait gamma ρ0 V, gamma ρ0 C. Et je peux l'écrire encore ρV, ρC. Voilà l'expression de quadrivecteur courant en électromagnétisme. Je l'écris en dessous. Ça, c'est J et le quadrivecteur courant. Voilà. Alors, je n'ai pas le temps de le faire, je pense que je ne ferai même pas en exercice, mais ça veut dire qu'on peut avoir les composantes de ce quadrivecteur dans n'importe quel autre référentiel, parce que ces composantes se transforment par la transformation de Lorentz. Et puis, alors, j'ai plus le temps de faire des démonstrations maintenant, mais je vous dis juste un autre exemple de quadrivecteur dont on se sert en électromagnétisme. Autre quadrivecteur. Le quadrivecteur potentiel. Vecteur potentiel. Voilà. Donc on peut montrer que ce machin-là, 4 composantes, se comporte aussi comme un quadrivecteur. Et on note en général A avec une barre en dessous. Voilà. Alors avec ça, on peut tout faire. C'est les ingrédients de base. Ces deux quadrivecteurs, c'est les ingrédients de base pour tout faire. Pourquoi? Parce que ce que je veux vous montrer là en 2 lignes, c'est qu'à partir de ça, si on a J et si on a ça, le quadrivecteur potentiel, on peut calculer par exemple toutes les composantes du champ électromagnétique. B égale ρ de A. A, c'est le vecteur potentiel. Vous l'avez fait, A? Ça vous dit quelque chose? Voilà. Et puis, il y a une autre équation, c'est E égale moins gradient de V moins d rond A sur d rond T. Voilà. Donc, si on sait calculer A, et on a tout ce qu'il faut, puisque si on sait que c'est un quadrivecteur, on sait comment ça se transforme en passant d'un référentiel à un autre. Si on est capable de calculer A et V, on est capable de calculer le champ électromagnétique dans un autre référentiel. Voilà, donc c'est les ingrédients de base pour faire de l'électromagnétisme relativiste. Bon, je ne peux pas en dire plus que ça là-dessus. Ça fait déjà pas mal.